le plaisir d'accueillir nos amis espagnols et marocaines, voilà, qui vont nous faire cette présentation donc, du projet de Gibraltar. Merci d'être venu nous voir jusqu'à Toulouse. Merci beaucoup. Merci, bonjour. D'abord, je vais remercier Philippe, Maralin, qui se trouve là maintenant, et à tous les membres de l'AFTES, la possibilité d'être ici pour parler d'un projet que je suis sûr que pour la plupart de vous, si vous avez écouté parler quelquefois sur ce projet, est un projet utopique, un projet peut-être, mais nous pensons qu'il faut de l'étudier pour pouvoir dire si le projet c'est une utopie ou il y a la possibilité de que ce soit en réalité dans les prochaines 20 années. Hein? C'est la question. Bien. C'est le sommaire, mais le plus important, c'est que ce projet, c'est un projet qui a plus de 150 années depuis la première fois qu'on a été proposé. Et qui l'a proposé, ce projet, en français? Monsieur Charles de Villedeuil. C'est la première question. Il est présenté dans le contexte d'un projet de chemin de fer qui va unir Paris à Dakar. C'est la première possibilité. Mais il y a tous les milestones, tous les jalons, on dit en français jalons, hein, tous les jalons de tous les projets. Mais le deuxième point important d'apportation de la France à ce projet, parce qu'il y a une apportation importante de la France, c'est le remercier Berlier, que c'est le père du métro de Paris, hein, qui a proposé déjà dans les dernières années du siècle XIX la possibilité de faire un tunnel souterrain et sous-marin. Bien, c'est un peu les contextes jusqu'à les 180. C'est l'apportation. Il y a une autre personne qui c'est important parce que, monsieur, vous pouvez lire là, monsieur Carlos Ibáñez de Ibero, que c'est un ingénieur qui a été formé à l'école de Paris et qui a développé toute sa trajectoire professionnelle à la France. Pourtant, c'est un ingénieur français. Hein? Pourquoi? Bien. Quand ça arrive et commence les études pour essayer d'aborder les projets dans liaison fixe à travers de l'étroit de Gibraltar entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Espagne et le Maroc. Il y a une déclaration conjointe sur le site politique en 1919 que le roi, dans ce moment, de l'Espagne et du Maroc, sur ce sujet. Après, il y a un accord de coopération scientifique et technique entre les deux pays et qui est la base juridique sur tous les travaux qui ont été développés plus avant. En 1980 est signé un accord complémentaire qui accorde la création de deux sociétés frères, des sociétés miroirs, une société en Espagne et une société en Maroc. Et ce sont les sociétés qui vont développer tous les travaux pour avancer les études et les connaissances de l'étoile de Gibraltar et de la viabilité de ces projets. Après de l'incorporation de l'Espagne à l'Union européenne, à la communauté européenne et après à l'Union européenne, il y a un accord qui a fait une révision
de l'accord complémentaire de 1980 et fait ces accords de 1989 prévu l'incorporation à les études et les travaux des autres pays, n'est pas seulement de l'Espagne et du Maroc, mais aussi des autres pays. Et autre chose très importante, c'est que la responsabilité dernière de tous les travaux a été présentée à les présidents du gouvernement des deux pays. Et enfin, en 1991, on a signé un traité d'amitié, de coopération et bon voisinage entre les deux pays. C'est les marques. Les marques, les cadres juridiques. Bon, comme c'est le fonctionnement de les deux sociétés. Les deux sociétés sont des sociétés chacun dans les lois des sociétés de chaque pays, mais avec la présence dans le conseil d'administration de 2 membres de l'autre pays. Il y a 9 membres dans le conseil d'administration et 2 sont de l'autre pays. Et les activités sont gérées, sont encommandées par un comité mixte des deux gouvernements. Les présidents de ces comités mixtes, les deux coprésidents sont les ministres de l'équipement et de l'eau du Maroc et les ministres des transports de l'Espagne. Ils sont les présidents de ces comités mixtes. Bon, c'est l'activité. Et toutes les activités peuvent être réalisées en commun ou peuvent être réalisées en coordination. En commun, sont payés à 50% pour chaque pays, ça n'a aucun problème. Et les autres études qui sont réalisées par un pays sont payées par chaque pays. Mais c'est important, tous les résultats de tous les travaux sont propriété des deux pays en même temps. Ah, d'accord. Bon, c'est la situation. Et après de ces introductions, que j'espère qu'elle a été légère, les questions plus techniques seront développées par mes collègues, Mme Boulloum et M. Yaro Barreiro, qui parleront des aspects des domaines qui sont, je crois, plus appropriés pour ces contextes que nous sommes ici. C'est le domaine des sites, l'ingénierie. Les travaux de la société sont classifiés en 5 domaines, qui sont ce que vous pouvez voir là. Après, en place les données des sites et les données d'ingénierie, la socio-économie, les stratégies, la promotion du projet, etc. Mais nous parlerons ici aujourd'hui des données des sites et de l'ingénierie. Maintenant, je donne la parole à Mme Bonjour, si vous voulez, de la SNED, de la Société nationale d'études de Détroit du Maroc. Merci, M. Federico. Bonjour à tous. Merci, M. Federico. Alors, on va enchaîner. Alors, je me présente, je suis Hanan Bonjour, je suis ingénieure génie civil et cadre pôle technique de la SNED, qui est la Société nationale d'études de Détroit de Gibraltar. Elle est basée à Rabat au Maroc et elle a été créée, comme il l'a dit M. Federico, en 1980, au même moment que la création de la CCGSA en Espagne. Nous avons pour mission, les deux sociétés, c'est l'élaboration des études pour la liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar, liaison fixe Europe-Afrique. Alors aujourd'hui, je vais commencer par présenter le volet des données du site qui regroupe en fait l'ensemble des travaux d'investigation géologique, sismologique, géophysique et géotechnique que les deux sociétés SNED et CCGSA ont mené conjointement depuis les années 80. Et comme on l'a illustré sur la diapo, en fait, les actions d'investigation ont porté pour la partie terrestre, premièrement sur l'établissement d'un cadre, d'une cartographie géologique avec des référentiels unifiés de part et d'autre du détroit. Deuxièmement, la réalisation des travaux de reconnaissance directe par des sondages profonds et des ouvrages expérimentaux qu'on va voir en détail par la suite. Troisièmement, le renforcement par de nouvelles installations des réseaux géodésiques, sismologiques et météorologiques. Et finalement, l'unification de ces réseaux sur les deux rives du détroit. Et ceci me mène à dire en fait que contrairement à la perception qu'on a tous de la région ici,
contrairement à la perception qu'on a tous en image, comme quoi en fait la limite des deux plaques elle se trouve au niveau et au couloir précis du projet. L'activité sismique observée et collectée au niveau de la région, elle montre plutôt une activité ici du côté de l'arche de l'Hoceima et de l'autre côté qui est un peu plus loin. Et en fait, il n'y a pas une activité forte enregistrée au niveau du couloir du projet. Là où on a en fait le tracé projeté du tunnel. En fait, voilà, c'était juste une précision. Je précise également que la cartographie géologique de surface de la zone du projet sur Terre a été établie à l'échelle 1/25 millième, qui a été par la suite complétée jusqu'à arriver à la carte topo, qui est aussi à l'échelle 1/25 millième pour la zone du projet. Pardon. Et passons au volet offshore en termes de reconnaissance. Et en fait, on cite quand même qu'en 1988, la Marine royale marocaine avait en fait une première campagne de reconnaissance offshore qui a permis à l'époque d'avoir les premiers profils bathymétriques et profils de sonnage à balayage latéral qui ont constitué à l'époque en fait des premiers éléments de données d'entrée et de connaissance du milieu physique de Détroit. Ensuite, en 1991, la France, en fait, et à travers l'entreprise Éphémère, avait fait la cartographie en bathymétrie du couloir du projet, et ça a été fait à travers une sonde multifuseau référenciée à un système géodésique commun sur les 28 km de Punta Paloma en Espagne jusqu'au Cap Malabata au Maroc, pour couvrir d'ailleurs tout le couloir du projet qu'on a illustré au niveau, à ce niveau-là. Alors, ces efforts ont renforcé également nos réseaux géodésiques et sismologiques, unifiant les données des deux rives pour un projet d'une complexité inédite. Alors, après une compilation des données géologiques de la zone du projet au Maroc et en Espagne, nous avions procédé avec la CCGSA à une unification des terminologies unifiées pour la description des structures géologiques et la nature des terrains et des phases tectoniques, ainsi qu'à des regroupements homogènes des terrains, parce qu'on va le voir tout à l'heure, on a une parfaite homologie des terrains de part et d'autre du Détroit. Et du coup, l'alignement ou le tracé du projet intercepte ces unités qui sont les flèches du domaine intermédiaire qui affleurent sur les deux rives du Détroit en parfaite homologie. Ces unités mises en phase pendant le Miocène moyen se forment de nappes de charriage gravitationnel ou d'ailleurs mélange tectosédimentaire, présentent une structure imbriquée complexe et n'obéissant à aucune loi géologique, ce qui en fait rend la chose difficile pour pouvoir faire des interprétations en interpolation ou en extrapolation en profondeur pour ce type de structure. Même si en fait là on avait fait en 2007 pendant une étude d'ingénierie, et en 2007 on avait abouti à ce profil géologique qui illustre des structures en unités de flèches qu'on va le voir en détail tout à l'heure. C'est les unités en fait de flèches et ce sont des structures subverticales de part et d'autre et avec une homologie parfaite des deux rives du Détroit. Et en fait, ces investigations qu'on a menées en terre, en termes de cartographie, géophysique, puis sondage, ont montré une traversée nord-sud d'unités variées de flèches. Côté Espagne, on a les unités dénommées Algeciras, Nogales, Bologna, Algibé, Facinas et Al-Marshal, tandis que leur équivalent sur la côte marocaine du projet, c'est les unités Bni Yedder, Tiziren, Tal Al-Qara, Numidia, Meloussa et l'unité de Tanger. À cette situation et à cette configuration géologique s'ajoute une autre donnée clé émanant en fait du forage profond qu'on va aussi détailler sur la diapo suivante. Alors cette donnée clé, elle a été collectée pendant la campagne de Bessentor en 1997 et une autre campagne dénommée Kingfisher menée en 2005 par les deux sociétés. Alors ces deux campagnes de forage profond avaient révélé la présence de deux paléochénaux qui sont creusés au beau milieu du projet, au beau milieu de Détroit. C'est ce qui est illustré en gris ici, en fait, voilà. C'est les deux paléochénaux qui sont creusés au sein des structures flèches. Et en fait, ces deux paléochénaux, ils sont remplis de matériaux, c'est des brèches, c'est des matériaux quaternaires qui sont interprétés comme le résultat d'un effondrement gravitationnel provenant des zones susceptibles d'être instables à proximité du seuil du projet. Entre ces paléochénaux se trouve un affleurement en flèche. Il est illustré en vert, c'est un affleurement en flèche in situ
formant un relief en fait sous-marin qu'on a appelé le mont de Tartessos. À noter également que le paléochonal sud, on a ici côté Maroc, donc le paléochonal côté sud, il a subi un deuxième épisode. Il a subi un deuxième épisode d'érosion. Du coup, il est rempli. On se trouve qu'on a détecté une lentille de sable. Il est rempli d'une lentille de sable lithobioclastique qu'on a identifiée jusqu'à la profondeur de 102 mètres par rapport au fond marin lors de la campagne de 2005. Alors, cette hétérogénéité lithologique allant des grès épais aux argiles tendres constitue un défi technique et majeur pour le projet. Et maintenant qu'on a identifié plus ou moins les structures géologiques, on va parler du groupement lithologique ainsi que de la classification géotechnique de ces structures proposée par le prof Marinos. Toujours, c'était en étude faite par un groupement de 4 bureaux d'études en 2007. En fait, à l'époque, les terrains traversés, ils étaient classifiés en 6 unités qu'on va voir en détail ici, de l'unité 1 jusqu'à l'unité, carrément jusqu'à le sable, on l'a mis en classe 7. Alors, la classification en 6 unités, elle part du type 1, qui est le grain humidien stable, jusqu'au type 6, qui sont les brèches déformables des 2 chéneaux. Cette classification est basée sur les caractéristiques lithologiques des matériaux. Autrement dit, la classification des terrains était faite en assignant l'unité 1 aux terrains les plus compétents et en allant en dégradant jusqu'à assigner l'unité 6 aux brèches, qui sont les matériaux déformables. Et on est même allé à dire que l'unité 7, et au fait, ça correspond au sable qu'on a détecté au niveau du sillon sud. Alors, peut-être on va faire un petit focus technique sur les unités. On va voir le groupement lithologique et la classification géotechnique de ces unités. Alors, par exemple, le type 1, qui en fait constitue le flysch à banc épais de grès ou de calcaire correspondant au grain humidien de l'unité ALJB, tandis que, par exemple, le type 2, c'est en fait un flysch avec alternance de bancs de grès ou de calcarinite et de couches pellitiques en proportion égale. C'est-à-dire le volumétrie en termes d'alternance de grès et au calcarinite, elle est plus ou moins égale aux intercalations pellitiques. Le type 3, c'est un flysch à dominance des couches pellitiques par rapport aux bancs de grès détectés, et on le trouve au niveau des unités Algeciras, Bni Yedder et Bologna, Tal al-Qara. Pour le type 4, c'est un flysch constitué presque entièrement de pellite. Et c'est en fait, pour l'échelle de la section du tunnel, en termes de dimension, c'est que du pellite. Le flysch 5, il est similaire au type 4, mais avec des pellites tectoniquement cisaillées en plus, affectées par des charriages. Cela inclut le flysch argileux de l'unité Al-Marshal-Tanger et les argiles de l'unité Fassinas-Melloussa. Et bien sûr, l'unité ou bien le type 6, c'est les brèches argileuses avec des fragments de roches dures incluant des éléments lithiques remaniés et des galets et des blocs. Les brèches, en fait, sur un temps beaucoup plus simple, le remplissage ici en brèche, on peut l'imaginer sur une matrice en fait argileuse pellitique avec quelques imbrications de petits bouts d'éléments émanant des flysch sur place. Et ces imbrications, elles sont de dimension petite, c'est de l'ordre centimétrique, décimétrique, mais c'est en fait un matériau hétérogène qui n'a pas une structure quelque part. C'était des dépôts quaternaires qui ont rempli les 2 chéneaux précédemment creusés au niveau des flysch. Alors, après avoir cerné le contexte géologique unifié du projet, on va enchaîner avec un focus proprement dû sur les travaux d'investigation menés dans le détroit de Gibraltar. Les campagnes de forage en mer ont été menées toujours en utilisant des bateaux à positionnement dynamique et la technique dite de piggyback avec un riser de 5 pouces qui nous a permis à l'époque de faire la récupération des carottes qui faisaient 54 mm de diamètre. Et c'est vrai, en termes de dimension, c'est un diamètre un peu petit par rapport à quelques essais géotechniques. Le but de ces campagnes au début, c'était un but purement géologique, pour les investigations géologiques, parce qu'on a voulu en fait détecter, en faisant ces forages, on a voulu détecter la profondeur de ces 2 sillons et de détecter la profondeur des brèches, parce qu'on s'est dit, si jamais ces sillons n'étaient pas si profonds que ça, on allait peut-être refaire le calage du profil du tunnel et peut-être lisibilité. Voilà. Alors, jusqu'à aujourd'hui, le forage le plus profond, nommé KF3I, il a été réalisé pendant la campagne Kingfisher de 2005.
il a été en fait réalisé et il nous a permis d'atteindre la profondeur de 600 mètres par rapport au niveau de la mer, si on va compter 600 mètres. Du coup, c'est celui-là que j'essaye de surligner. C'est le forage qui a été exécuté au niveau du sillon sud du projet, enfin côté Maroc, voilà. Donc on a ce forage, le KF3I, en termes de chiffres, on a une colonne d'eau de 275 mètres ici, et le forage, il a été exécuté pour une profondeur totale de presque 325 mètres. Il a été exécuté jusqu'à 240 mètres en dustrictif, et à partir de 240 mètres, il a été exécuté en carotté. Et voilà, c'est ces carottes-là qu'on a bien sûr fait. Ils étaient fait l'objet d'essais géotechniques au niveau des laboratoires dans les deux pays. Alors, on a listé ici toutes les campagnes de reconnaissance entreprises par les deux sociétés depuis leur création, depuis les années 80. Et le chiffre qu'il est vraiment à noter, c'est qu'aujourd'hui, on a fait plus de 3000 mètres linéaires de forage qui a atteint cette profondeur qu'on vient de citer, c'est le 325 mètres par rapport au fond marin, et ce notre forage, le KF3, est exécuté à ce niveau-là. Et en fait, les 3000 mètres linéaires, ils émanent des 4 campagnes de forage offshore profond qui ont été entreprises de 1995 jusqu'à 2005. Alors, ces 4 campagnes de forage profond, elles ont permis la réalisation de 44 forages, totalisant ce linéaire qui est de 3000 mètres de forage. Et ces campagnes, en fait, elles ont permis, au plus de ça, on va les lister un peu en détail, elles ont permis premièrement la découverte pour la première fois des 2 paléochénaux au milieu du détroit et leur remplissage de brèches. Cette donnée, elle a été collectée en 1988 pendant la campagne qui était une campagne nommée Norscald. Deuxièmement, ils ont permis la détection pour la première fois du sable pyoclastique qu'on vient de décrire, enfin qu'on vient d'illustrer ici au niveau de... Pardon. Alors, excusez-moi. Voilà, qu'on vient d'illustrer et juste, je voulais y revenir pour qu'on retienne l'image en fait des 2 sillons et l'emplacement de cette lentille sableuse. Donc la découverte de ce sable, il a été détecté la première fois pendant la campagne de Norscald en 1988, mais sa profondeur, elle a été maîtrisée pendant la campagne de Kingfisher pour savoir que cette lentille sableuse, elle fait 102 mètres par rapport au fond marin qu'on a en fait intercepté au niveau de ce forage profond. Alors, la foration jusqu'à la profondeur de cette profondeur 325 mètres par rapport au fond marin, et qui fait en fait 600 mètres par rapport au niveau de la mer, cette donnée a été obtenue lors de la campagne de 2005 et se considère cette campagne comme étant la plus aboutie car il a permis d'atteindre cette profondeur. Si vous remarquez, c'est le point le plus profond en termes de forage et en termes de données collectées par rapport au tracé du projet. Et également, il a permis la récupération des carottes à un taux de 91%, même avec un diamètre de 54 mm, qui est considéré comme étant petit par rapport à certains essais géotechniques. Et du coup, ce qu'on va retenir de cette configuration, c'est que ce forage qui atteint cette profondeur, et il nous a permis de voir comme quoi les brèches n'étaient pas, ou les sillons, ils n'étaient pas limités à ce niveau-là. C'est-à-dire on n'a pas pu atteindre le substrat en flysch, on n'a pas pu atteindre la profondeur, et ce qui fait que le tracé de notre projet doit inévitablement le percuter. Voilà. On continue avec les travaux de reconnaissance qui visent toujours la collecte des données nous permettant de cerner la caractérisation des terrains traversés par le tunnel, et ce qui va nous ramener à parler de l'ouvrage expérimental de Malabata qui, à l'instar des ouvrages exécutés en Espagne, il y a eu l'exécution d'une galerie avec un tunnelier, aussi le creusement d'appui qui faisait 70 mètres de profondeur. Mais en fait, Malabata, il détient une architecture assez spéciale, on va le voir en détail. Si on fait cet ouvrage-là, il a été exécuté à ce niveau-là, au Cap Malabata. Si on arrive à lire la carte, est un peu floue, mais voilà. Donc, il a été exécuté à ce niveau-là. Il nous a permis de reconnaître les terrains jusqu'à 300 mètres de profondeur. Et il détient une architecture si spéciale parce qu'en fait, on a commencé par creuser un premier puits
qui fait 150 mètres de profondeur. Ensuite, on est allé en horizontal en creusant un réseau de galeries qui fait un peu plus de 200 mètres linéaires plus de 200 mètres linéaires d'itinéraire avec plein de ramifications et d'antennes pour les essais géotechniques in situ. Et au bout de cette galerie, on a fait creuser un second puits, qui aussi fait à peu près 150 mètres de profondeur. Et du coup, au total, on a à peu près 300 mètres de profondeur qu'on a pu voir directement à travers cet ouvrage expérimental. Et du coup, la réalisation de ces ouvrages a permis, premièrement, une reconnaissance géologique directe en profondeur des terrains sur de grandes étendues latérales, chose qu'on n'arrive bien sûr pas, on n'a pas le confort de voir à travers des points ponctuels de forage. Deuxièmement, la détermination in situ des caractéristiques géotechniques en grand et l'appréciation de l'état des contraintes géostatiques ainsi que le comportement des terrains à l'excavation en profondeur. Sur un autre volet, j'ai rajouté cette carte ici juste pour préciser que la reconnaissance moyennant les techniques indirectes en géophysique, comme la sismique réflexion en haute résolution, a été en fait entreprise cette technique en 1988, mais elle n'avait pas permis à l'époque d'imager ou de ressortir des structures géologiques en raison de l'existence en surface des massifs de calcaire de coraux à célérité élevée. Voilà. Et de là, on retient que la caractérisation géologique, géotechnique et géomécanique des terrains constitue des défis qui appellent à une mobilisation accrue des technologies et des techniques actuelles pour approfondir la connaissance de ce milieu physique et développer une mise à jour de l'ingénierie du projet, tout en minimisant bien entendu la matrice risque et en essayant d'être optimal au maximum par rapport au coût de l'ouvrage. Alors, avant d'aborder les actions de mise à jour de l'ingénierie et de parler de prochaines actions, chose qui va être faite et présentée par mon collègue Iago, je vais initier ce volet en faisant un aperçu sur la première étude qui a été faite en 1996, comme on le voit sur la diapo. Elle a été faite par le bureau d'études par CETEC en France et qui s'est basée à l'époque sur les données géologiques et géotechniques de l'époque en considérant qu'Oliflich, c'était les formations géologiques les plus complexes à traverser par le tunnel, étant donné que les deux sillons au Paléochéno n'étaient pas encore découverts. Alors, cette étude avait calé le profil du projet à la profondeur de 100 mètres par rapport au fond marin, du point de vue profondeur aussi, voilà. Et il avait aussi choisi la solution tunnel-forêt au lieu de pont pour plusieurs considérations. On peut en noter quelques-unes. Par exemple, le fait d'interférence avec la navigation maritime, l'aptitude de la solution tunnel à être construite et procéder par phase, c'est pas comme la solution pont. Et de là en plus, la combinaison des conditions bathymétriques ou morphologiques, ils ont permis de figer, il faut pour toute le tracé du projet, parce qu'on a encore une fois cette imagination et cette idée en fait figée, c'est que la distance la plus courte, c'est entre C et D et qui fait 14 km, mais malheureusement, elle fait 900 mètres de profondeur. Et du coup, le couloir du projet, il a été figé, et c'était depuis la première bathymétrie faite par Ifremer en 1991, et qui a permis de figer le couloir du projet au niveau point AB qu'on a illustré à ce niveau-là, et qui est quand même qui est quand même à 300 mètres de profondeur, donc il n'est pas si simple de ça en fait techniquement. Et là voilà, on a regroupé ici en illustration tout ce qu'on vient de dire en illustration 3D. C'est en fait le modèle qui a été fait par nos équipes post-études APP 2007, parce qu'en fait la première étude faite par CETEC en 1996, bien entendu, il avait fait la conception du projet, il avait fait en fait un beau dossier d'études, mais à l'époque comme les sillons ils n'étaient pas découverts, donc le dossier il a été fait et ils avaient à l'époque opté pour la conception similaire à l'Eurotunnel, c'est-à-dire on a deux tunnels ferroviaires chacun qui roulent dans un sens. La galerie de service ou galerie technique qui est au milieu, c'est la solution trait-tube. Et on a aussi, nous, un quatrième tube ici, c'est la galerie de désenfumage. Voilà, donc c'est la conception de base ou le basis of design qui a été adopté depuis le début. L'APP, par la suite, cet avant-projet primaire que nous, on appelle APP, a été mis à jour par un groupement de 4 bureaux d'études en 2007. Et du coup, les données sont regroupées au niveau de cette configuration, qui nous permet à la fois de voir la morphologie, la géologie, enfin en illustration bien entendu, ainsi que le design en termes de tubes, c'est-à-dire le design qui a été retenu pour le projet, pour la solution notamment, solution tunnel creusé.
Voilà, donc on a ici, avant de céder le flux à mon collègue Iago, on va faire encore une fois un zoom pour retenir quelques données, quelques caractéristiques intrinsèques par rapport à la section, par rapport à la conception de base ou le basis of design du projet. En fait, on a les deux tunnels ferroviaires, chacun dans un sens en fait, et ils font un diamètre intérieur de 7,9 mètres. La galerie de service au beau milieu, elle fait 6 mètres de diamètre intérieur, et c'est la même chose pour la galerie de descente-fumage. Et bien sûr, on a les connexions ici par des rameaux tous les 340 mètres. Et en termes de linéaire, à retenir que le linéaire total du projet de gare en gare, c'est 42 km/7. Ça, en fait, c'est la configuration retenue pendant l'étude APP 07 ou l'étude menée en 2007 par les bureaux d'études. Et en termes de profondeur, on a en fait les chiffres clés, c'est la 300 mètres profondeur maximale au niveau des 3. Et au niveau calage projet c'était à 475 mètres, c'est-à-dire on va enfoncer le projet de 175 mètres par rapport au fond marin. Et justement, ce calage qui a été mis à jour en 2007 par cette étude pour tenir compte des nouvelles découvertes issues des campagnes de forage offshore qui avaient décelé la présence du sable au niveau du paléochenal sud côté Maroc. C'est justement pour s'échapper, pour s'éloigner en fait de cette présence sable et pouvoir caler le projet en profondeur. Voilà. Et du coup, là, je vais céder la parole à M. Iago Barrero, qui est le responsable de pôle ingénierie au sein de la CCGSA en Espagne. Voilà. Merci, Hanan. Pardon. Merci. On va parler maintenant de la situation actuelle du projet. Maintenant, nous sommes en train de relancer le projet dans la 4e étape qui était assignée au projet. Cette étape a commencé le 2 février 2023 dans la réunion de haut niveau célébrée à Rabat entre le président du gouvernement espagnol et les chefs du gouvernement marocain. Dans cette réunion, on a signé un MOU entre le ministre des Transports et de la Mobilité durable de l'Espagne et aussi le ministre de l'Équipement et de l'eau marocain, dans lequel un des points, c'était spécifiquement les projets. Quelques semaines après, le 10 avril 2023, s'est réuni le comité mixte qui entend comme organe directeur du projet à ordonner à la société, à la SNED et la CSEC, de faire l'actualisation et les relances du projet. C'était important cette réunion parce que la dernière, c'était célébrée en 2009. Donc, 14 ans après, on supposait une période très éloignée pour pouvoir dire que le projet soit vif. Et ça, c'est le point de départ des travaux que nous sommes en train de mener maintenant. Une des choses qui a été commandée par le comité mixte, c'était d'avoir en compte les conclusions de l'étude d'évaluation globale. C'était une étude faite par un groupement international avec COWI, avec Amber, et lidérée par la société française Sistra. Et les deux, on va dire, conclusions plus importantes avec lesquelles on a fait ces travaux d'actualisation relance du projet, c'était que les conclusions de l'APP, on devrait être prises avec prudence parce qu'on était fondé avec des données géotechniques qui n'étaient pas 100% certes. L'autre côté, l'étude d'évaluation globale a confirmé aussi la nécessité de faire une galerie de reconnaissance avant de pouvoir construire les tunnels ferroviaires. Avec tous ces éléments, la société a commencé à faire une révision critique du projet et ont établi 3 lignes de travail. La première, c'est de coordonner une nouvelle stratégie qui est composée par 5 axes et qui sera développée par un plan de travail conjoint de duration triennale
qui a 79 activités et 92 points de contrôle, les KPI. La deuxième action, c'était de faire une évaluation des données des sites qui sont disponibles dans les sociétés. Et pour ça, on a fait un accord avec les services géologiques des États-Unis, les USGS. Et la troisième ligne de travail, c'est la mise à jour de l'APP 07 comme les projets de référence pour la réalisation fixe. Avec ces trois lignes de travail, l'idée c'est d'avoir tous les éléments sur la table pour pouvoir prendre la décision de commencer les travaux de la galerie de reconnaissance. Ce premier travail qui a été fait par l'USGS, on a fait une évaluation de toutes les données qu'on a dans les sociétés. Et la question principale, c'est que la plupart des investigations ont été faites dans les années 80 et 2000. Et donc, les techniques qu'on avait dans cette époque-là n'ont pas permis de résoudre toutes les questions et enjeux à niveau géologique, géotechnique et sismique. Par exemple, si on prend la bathymétrie, on a une résolution assez bonne pour l'époque, mais les détails de la géomorphologie ne sont pas résolus. Et c'est similaire à le sonar d'avalage latéral avec un positionnement incertain de toutes les données qui ont été acquises. Pour la sismique réflexion, les campagnes ont été faites dans les années 80 aussi, et leur utilité s'est montrée limitée due à la nature de la surface du terrain, où il y a une croûte corallière qui ne permettait pas dans ce moment d'obtenir une bonne mesure des structures internes. À niveau géologique, même si on a un grand nombre d'échantillonnages gravitaires, on avait aussi certaines incertitudes sur le positionnement où ils sont pris. Et surtout pour les projets d'ingénierie, la géotechnique et la hydrogéologique, on avait très peu de données à niveau hydrologique, et pour les géotechniques, restait une incertitude sur les résultats obtenus parce qu'on avait une altération des échantillons qui ont été prélevés dans les campagnes. Donc, avec ces travaux avec les USGS, on a identifié 12 incertitudes à niveau géologique qui sont surtout liées à l'origine des paléocanaux et aussi à la cartographie géologique de toutes les formations qui sont dans la partie sous-marine du projet. Comme on a dit avant, les propriétés géotechniques présentent aussi certaines incertitudes, et aussi la distribution des failles et différentes petites structures géologiques qui peuvent être actives dans la route du projet. Graphiquement, ici en haut, graphiquement, on peut voir ici en haut les profils géologiques en longue qui a été considéré par l'APP 07. Si on prend vraiment les données qui sont 100% confiables, on voit qu'à niveau du tunnel, les informations qu'on a, ce n'est pas clairement suffisant pour pouvoir faire un projet de cette magnitude. Donc, on a décidé de faire un programme qui va nous permettre de collecter les informations qui sont nécessaires pour le projet. Donc, la première action, c'est de programmer une campagne de sismotectonique dans laquelle on va déployer des OBS dans les territoires. Ils vont nous permettre d'évaluer mieux la sismicité, la microsismicité qu'il y a dans la zone, et aussi d'avoir une meilleure idée des structures actives
qu'on a. La deuxième campagne qui sera menée est liée à une étude des détails du fond marin avec une bathymétrie des détails et un profilage du subsol du fond marin. Et aussi, on va prélever des échantillons pour pouvoir avoir une meilleure cartographie géologique. La troisième campagne sera clé surtout pour découvrir la structure interne des formations qu'il y a au milieu du détroit. Et on prévoit d'utiliser la sismique réflexion 3D en haute résolution. Une fois que ces trois campagnes soient menées, on pourra considérer aussi de faire une quatrième campagne d'échantillonnage qui va compléter les cartographies géologiques. Pour résoudre les questions géotechniques et hydrogéologiques, on a prévu aussi de faire une campagne de forage profond qui va nous permettre d'améliorer ces connaissances qui est très nécessaire. Et bien, pour pouvoir avoir toutes les données accessibles, ordonnées et qui peuvent être partagées par les experts qui participent dans les projets, on est en train d'être fait aussi un système de gestion des données. Et bon, pour faire tous ces travaux, les deux sociétés ont profité de l'accord international entre les deux pays de 1989, dans lequel c'est prévu que toutes les sociétés peuvent mobiliser les instituts scientifiques et techniques nationaux des deux pays. Pour faire tous ces travaux, il y a 6 groupes de travail faits dans chaque pays qui sont coordonnés entre eux. Côté ingénierie, est en cours l'actualisation de l'APP. Du côté espagnol, nous sommes en train de travailler avec le bureau d'études INECO. Et du côté marocain, on est en train de travailler avec CID. Les principaux aspects qui vont être révisés par cette actualisation du projet sont la relocation des terminales, en particulier le terminal nord était entre deux parcs naturels, selon l'APP 07, et est en train d'être bougé pour pouvoir se connecter avec les réseaux de haute capacité routière et les réseaux ferroviaires. On a 2 couloirs, un vers Algeciras et l'autre qui est en train d'être étudié vers la région de Cadix. Du côté marocain, c'est un raisonnement pareil. On a eu un grand développement dans les infrastructures ferroviaires, et portuaires et routières dans cette zone-là. Et l'actualisation du projet, on va essayer d'intégrer la terminale avec tout ça. D'autres questions très importantes pour l'actualisation du projet, c'est la question de la faisabilité d'excavation des tunnels. Ça, c'est une étude qui est en cours par RENEC, qui a un contrat avec INECO, et les études préliminaires nous disent que cette excavation, c'est faisable. La relocation des 2 terminaux va aussi nous permettre de réduire les pentes qui, dans les APP 07, étaient environ les 30 per 1000. Et ici, on va les réduire à une valeur de 12 per 1000. On va réviser aussi le concept de la sécurité et on va aussi étudier spécifiquement la galerie de reconnaissance, qu'il ne sera non plus de la rive sud jusqu'au milieu du détroit, sinon sera envisagé de rive à rive. On révisera aussi l'impact environnemental et les coûts et délais du projet seront bien sûr actualisés.
Eh bien, pour finir, les conclusions de la présentation de mes collègues, c'est seulement un peu résumé dans les slides. L'objectif fondamental, c'est proportionner dans une période après une période de 13 années d'études, et pouvoir donner l'information suffisante pour les gouvernements, pour que les deux gouvernements puissent prendre la décision ou non de faire ou non la galerie de reconnaissance. C'est la question fondamentale. Pour finir, seulement, une autre fois, remercier à l'AFTES et à tous les organisateurs pour l'opportunité d'être ici pour parler sur notre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur cet emblématique projet.